Imaginez un gigantesque projet hydraulique en Égypte, une réussite d'ingénierie qui, sur le papier, aurait dû mettre tout le monde d'accord. Et pourtant, ce projet est devenu le centre d'une véritable bataille d'images et de récits. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble comment la gestion de l'eau du Nil peut raconter une histoire bien plus grande, une histoire de progrès, de perception et même d'unité nationale. C'est vraiment ça, la question centrale. Parce que derrière les canaux et les barrages, on va le voir, se cachent des enjeux énormes de sécurité alimentaire, de fierté nationale et de lutte politique. Alors, suivons le cours de cette histoire et commençons par le projet lui-même, le concret. On entre donc dans la première partie, le projet hydraulique géant de l'Égypte. L'idée de départ, c'était simple mais incroyablement ambitieux. Réussir à dompter la crue du Nil. Alors, comment ça marche, concrètement? Il faut voir le lac Nasser, cet immense réservoir du barrage d'Assouan, un peu comme une éponge géante. Mais que se passe-t-il quand l'éponge est pleine, surtout pendant les grandes crues du Nil? Eh bien, une fois que l'eau atteint ce niveau critique de 180 mètres, un système de déversoir, très ingénieux, s'active et détourne tout le surplus d'eau vers une autre zone. Et là, les bénéfices, ce n'est pas juste une simple soupape de sécurité. Loin de là. L'ouverture de ce déversoir, bien sûr, ça protège le barrage, mais ça fait tellement plus. Ça stocke l'eau pour plus tard, ça recharge les nappes phréatiques et ça empêche les inondations dans le delta. Et puis il y a le bonus, le précieux limon du Nil, cet engrais naturel qui vient fertiliser les sols. C'est une véritable cascade de conséquences positives pour tout l'écosystème et pour l'agriculture. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, une récolte de succès. Parce que gérer l'eau, c'est une chose, mais le but ultime, c'est bien de transformer cette ressource en prospérité. Et pour un pays comme l'Égypte, ça veut dire une chose avant tout, la sécurité alimentaire. Et voilà, le chiffre qui résume tout, bien plus que n'importe quel long discours. Moins 31%. C'est la baisse spectaculaire des importations de blé du pays. Pour que ce soit plus parlant, on est passé de 8 millions de tonnes importées à seulement 5,5 millions sur la même période. C'est un résultat qui montre bien le succès de cette stratégie agricole nationale. Bon, alors, comment est-ce qu'on arrive à un tel résultat? Eh bien, c'est une combinaison de plusieurs facteurs stratégiques. D'abord, l'augmentation de la production, elle vient directement de grands projets agricoles nationaux, comme ceux de Touchka et du Nouveau Delta, qui profitent justement de cette nouvelle gestion de l'eau. Ensuite, la surface cultivée en blé a dépassé les 3 millions de fédans. Et enfin, on a utilisé des souches de blé à haut rendement, plus résistantes, qui ont permis de faire grimper la production locale à 9,5 millions de tonnes. On arrive à la troisième partie, la guerre de l'information, un vrai champ de bataille. Parce qu'un succès aussi visible, aussi concret, évidemment, ça ne passe pas inaperçu. Et selon les sources qui rapportent ces faits, cette réussite est très vite devenue la cible de récits contraires, transformant un projet technique en un véritable enjeu de perception. L'exemple le plus frappant, le voilà. En 2022, un agriculteur poste une vidéo où il se plaint que ses terres sont inondées. Ok. 2 ans plus tard, en 2024, pile au moment où on célèbre l'ouverture du nouveau canal, cette même vidéo ressort de nulle part et devient virale. Le contexte n'a plus rien à voir, mais l'image, elle, est puissante. L'objectif, d'après les analystes, semble assez clair, prendre une bonne nouvelle et la transformer en une crise perçue, tout ça en utilisant une vidéo complètement sortie de son contexte. On arrive à la dernière partie, l'appel à l'unité ou la réponse officielle. Forcément, face à ce qui est perçu comme une campagne de déstabilisation, la réponse est venue du plus haut sommet de l'État. Le président Sisi a pris la parole pour s'adresser directement au pays sur ces défis. Son premier message, c'est vraiment un appel à la vigilance, à l'esprit critique. La citation est on ne peut plus claire, l'information, ou plutôt la désinformation, est présentée comme une arme qui vise à saper le moral, à répandre des rumeurs et à briser la volonté. C'est un avertissement très direct sur la nature de la guerre de l'information à notre époque. Et puis, le message prend de la hauteur, il s'élargit à une dimension régionale. Le président insiste sur l'importance de l'unité arabe en affirmant que toutes les tentatives pour semer la zizanie entre les nations arabes ont un seul but, les affaiblir toutes, collectivement. C'est un vrai plaidoyer pour la solidarité face à des menaces communes. Et enfin, il y a cette phrase très forte qui vient conclure le discours. Elle positionne la politique du pays sur le terrain de l'intégrité, du respect, en opposition à ce qui est décrit comme une époque où l'honneur se fait rare. C'est une affirmation de principe et de force. Ce qui nous amène à cette question finale, et elle est essentielle. D'un projet d'ingénierie au champ de bataille de l'information, toute cette histoire nous met face à un dilemme central de notre temps. Où se situe la frontière entre la critique légitime, qui est nécessaire, et les tentatives de déstabilisation? C'est une frontière qui est souvent très floue, et la réponse, elle, n'est jamais simple. C'est une invitation à réfléchir au pouvoir, mais aussi à la responsabilité qu'il y a derrière chaque information qu'on voit et qu'on partage.